Que se passerait-il si l'afflux de ressources naturelles africaines vers l'Occident s'arrêtait? Eh bien, dans ce cas, tous les pays occidentaux, y compris l'ensemble de l'Europe, des Amériques et du Canada, s'effondreraient. Si vous ne croyez pas cela, vous devez savoir comment ces pays occidentaux utilisent les ressources naturelles africaines, les considérant comme acquises. En 2008, le président français Jacques Chirac a déclaré que sans l'Afrique, la France glisserait vers le rang d'une puissance du tiers-monde. En d'autres termes, il a avoué sans détour qu'une ère sombre persisterait en France sans les ressources africaines. Cela vaut également pour le reste de l'Europe. Peut-être qu'à l'époque, il ne savait pas que les pays africains se réuniraient et commenceraient à réfléchir à la fourniture de ressources à l'Occident. Mais maintenant, se tenant à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le centre de l'Occident, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que désormais, l'Occident ne devrait pas considérer la richesse africaine comme la sienne. Pour les personnes influentes de l'Occident, contrôlant les rênes du pouvoir, c'était la fin de l'histoire. Mais que signifie vraiment cela et comment l'Afrique peut-elle priver l'Occident des progrès dont il se vante tant? Découvrons-le dans cette vidéo. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, a dit des choses auxquelles l'Occident n'est pas habitué à prêter attention. Il a déclaré que malgré les siècles qui se sont écoulés depuis l'abolition de la traite transatlantique des esclaves et des décennies depuis la fin de l'exploitation des ressources coloniales en Afrique, les habitants du continent se retrouvent une fois de plus à supporter les charges de l'industrialisation dans l'hémisphère nord et du développement de nations prospères dans le monde entier. Il a poursuivi en disant que les communautés africaines ne sont plus disposées à supporter ce fardeau. Il a déclaré que plusieurs pays de l'hémisphère nord évaluent leurs actifs en fonction de la richesse minérale trouvée sous le sol africain. Cela ne continuera pas, car l'époque où l'hémisphère sud du monde se développait pour enrichir l'hémisphère nord du monde est révolue. Le président Ramaphosa a souligné que les richesses de l'Afrique appartiennent intrinsèquement à son peuple, et les ressources minérales cachées sous le sol du continent doivent finalement servir les intérêts des Africains. Selon le discours récent du président sud-africain à l'Assemblée générale des Nations unies, l'affirmation catégorique est que les ressources africaines appartiennent légitimement aux Africains. Le président a souligné que cette revendication est exclusivement détenue par les Africains qui sont nés et ont grandi sur le continent, leur conférant le droit légitime de reconnaître les ressources africaines comme faisant partie de leur richesse. Cependant, le contexte de cette affirmation est audacieux, étant donné le contexte historique de la colonisation de l'Afrique par les pays occidentaux et de l'exploitation de ces ressources pendant de longues périodes. Cette histoire complexe a laissé une empreinte durable. Avec certains pays occidentaux persistant à considérer les ressources africaines comme une extension de leur domaine, même longtemps après l'indépendance des nations africaines. Le président sud-africain a constamment soulevé cette question sur différentes plateformes, notamment lors de discussions lors du sommet financier français et au sein des BRICS. Son message inlassable est que les ressources africaines sont la propriété exclusive, prédominante et absolue des Africains. Il argumente que malgré la fin de l'exploitation coloniale, l'Afrique continue de supporter les coûts liés à l'industrialisation et au développement des nations plus riches. Dans de nombreux pays du Nord, les ressources minérales sous le sol africain sont souvent considérées comme des actifs précieux. Le président sud-africain a affirmé avec confiance que la richesse de l'Afrique appartient incontestablement aux Africains, et les richesses minérales sous le sol africain doivent finalement servir au bénéfice des Africains. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que les dirigeants africains hésitaient à dire auparavant. Cela montre à quel point les dirigeants africains sont devenus audacieux et courageux, refusant de porter les charges de l'exploitation historique de leurs ressources continentales. Ils affirment les droits du peuple africain sur ces ressources et plaident en faveur de la correction des déséquilibres passés. Le discours reflète un sentiment croissant de puissance parmi les dirigeants africains et un appel collectif à une gestion équitable des ressources et une distribution équitable de la richesse. Il marque un changement profond dans l'engagement de l'Afrique avec le monde, alors qu'elle recherche un ordre mondial plus équilibré et juste. Vous devez savoir que nous assistons à une ère de changement en Afrique. C'est pourquoi les Africains prennent de plus en plus conscience de la marginalisation prolongée qu'ils ont endurée, vivant dans l'ombre de la domination occidentale. Ils envisagent désormais les conséquences potentielles de défendre leurs droits, qui peuvent inclure des accords commerciaux inéquitables, des sanctions et des avertissements de voyage.
Le point clé réside dans le courage de dire la vérité et de rester ferme, une position adoptée par les dirigeants africains. Ici, il convient de noter qu'Afrique est un trésor de ressources, avec d'importantes réserves d'or. Le continent détient 40% de l'or mondial et des quantités substantielles de chrome, de platine et d'autres métaux précieux, certains atteignant 90%. L'or peut être extrait de pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Nigeria, avec le potentiel de découvrir encore plus de gisements, y compris des gisements d'or au Kenya. Les diamants sont abondants en Afrique, avec les plus grandes réserves que l'on trouve uniquement en Afrique. Ces pierres précieuses peuvent être trouvées en Angola, en Afrique du Sud, au Botswana, au Zimbabwe, en RDC, en Tanzanie, en Sierra Leone et dans de nombreuses autres régions. Peu importe le pays que vous pointez sur la carte africaine, il regorge de ressources naturelles. Cela soulève la question pertinente de pourquoi la richesse issue de ces ressources ne reste pas principalement dans les pays d'origine, mais trouve plutôt son chemin vers des destinations comme Dubaï, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Les réserves pétrolières de l'Afrique, une ressource stratégique, sont réparties entre des pays tels que la Libye, l'Algérie, le Nigeria, l'Angola, le Soudan du Sud et l'Égypte. Pourtant, la richesse générée à partir de ces réserves ne semble pas rester à l'intérieur des frontières des nations productrices. La racine du problème réside souvent dans les termes et conditions défavorables négociés par les sociétés multinationales. Un exemple est la tentative du président Barack Obama de négocier un accord de forage pétrolier avec le président Kenyatta du Kenya. Les termes proposés, couvrant un engagement de forage de 80 ans avant que les Kenyans puissent reprendre le contrôle, ont soulevé des questions sur ce qui resterait après 8 décennies et pourquoi la richesse générée ne demeure pas dans le pays. Ces défis persistent car il existe des lois insuffisantes contraignant ces sociétés à réinvestir leurs bénéfices localement. Par conséquent, les bénéfices sont transférés à l'étranger, privant les nations riches en ressources de leurs avantages légitimes. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Ghana, principaux producteurs de fèves de cacao responsables d'environ 65% de l'approvisionnement mondial en fèves de cacao. Cependant, les véritables bénéfices de l'industrie du chocolat sont concentrés en Suisse et dans diverses régions d'Europe. Ces régions profitent de l'industrie du cacao sans vraiment comprendre le travail et le dévouement nécessaires à sa culture, en raison du manque de valorisation de leurs produits et d'accords commerciaux défavorables. Ce sentiment d'autodroit, où des entités étrangères dictent comment les nations gèrent leurs ressources, est enraciné dans l'histoire coloniale de l'Afrique. Le défi actuel est de transformer cette dynamique, d'affirmer le contrôle sur les ressources et de remodeler l'équilibre du pouvoir dans la gestion des ressources et la distribution de la richesse. À une époque en évolution, les dirigeants africains affirment courageusement leurs droits et plaident en faveur d'une gestion équitable des ressources, marquant ainsi un changement par rapport à un passé où le monde ignorait l'Afrique, en direction d'un ordre mondial plus juste et équilibré. Les Africains expriment maintenant leurs préoccupations et plaident pour eux-mêmes, le président sud-africain en donnant l'exemple. Le message du président sud-africain est on ne peut plus clair, la richesse de l'Afrique appartient intrinsèquement aux Africains. En fin de compte, les richesses minérales cachées sous le sol africain doivent bénéficier à la population africaine. Les idées du président sud-africain révèlent une compréhension profonde de la situation, enracinée dans une perspective de première main des contrats que les sociétés multinationales maintiennent avec les nations africaines. Cela présente un argument convaincant contre les revendications occidentales sur les ressources africaines, résonnant avec l'expérience de nombreux Africains qui se demandent pourquoi leur continent riche en ressources reste appauvri. Mais ce que le président sud-africain a dit n'est pas nouveau. Il a déjà exprimé ses idées à diverses occasions. Cependant, le dire ouvertement à l'Assemblée générale des Nations unies était une action nécessaire pour permettre à l'Occident de comprendre qu'il doit se préparer à son effondrement. Auparavant, lors du sommet Russie-Afrique, il a également affirmé cela. Parmi le petit groupe de dirigeants africains déterminés à participer à cet événement, le président a pris la place centrale. Lors du sommet, il n'a pas mâché ses mots, confrontant directement l'Occident pour son traitement de l'Afrique en tant qu'extension de ses territoires. Cette perspective sous-entend que les ressources africaines sont essentiellement considérées comme une annexe des actifs occidentaux, leur permettant de dicter les termes et conditions des affaires au sein des nations africaines.
Le président Ramaphosa a souligné qu'après avoir acquis leur indépendance, les nations africaines ont pleinement assumé leur souveraineté, ne se considérant plus comme subordonnées à des pouvoirs extérieurs. Cependant, la véritable liberté implique l'autonomie des pays africains pour déterminer indépendamment leurs partenaires et les conditions de leurs engagements. De plus, il a souligné la nécessité d'abandonner la pratique historique de mesurer la richesse en fonction des ressources minérales cachées sous le sol africain, la comparant à la pratique abominable de quantifier le nombre d'esclaves dans le passé. La relation entre l'Afrique et d'autres nations, en particulier les puissances occidentales, doit reposer sur des principes de respect mutuel et de bénéfice mutuel. La raison pour laquelle le président sud-africain a exprimé cela lors du sommet Russie-Afrique était de faire savoir à la Russie que les pays africains ne sont pas d'humeur à simplement changer de maître. En d'autres termes, les pays africains ne quittent pas l'Occident parce qu'ils veulent un nouveau maître pour les exploiter, remplaçant l'Occident. C'est plutôt parce que désormais les pays africains veulent s'engager uniquement avec ceux qui offrent le même respect et les mêmes avantages qu'ils souhaitent avoir. Vous devriez savoir que la Russie est devenue un acteur de premier plan, visant à forger des liens plus étroits avec le continent. L'approche de la Russie se caractérise par une stratégie distincte, employant une forme de psychologie inversée. Contrairement à la perception courante de l'Occident, la Russie se positionne comme un partenaire égal et collaborateur. Cette approche repose sur la promesse de respecter les nations africaines et de leur fournir un soutien. Le président Vladimir Poutine en particulier s'est activement engagé à apporter une assistance aux pays africains et à participer à des projets visant à promouvoir le développement de l'Afrique tout en renforçant sa position sur le continent. Les intérêts spécifiques de la Russie et de l'Afrique évoluent, et à mesure que le pays approfondit son engagement avec le continent, ses intentions deviendront probablement plus claires. Le sommet russo-africain de l'année dernière a été une étape importante, avec la participation de 43 chefs d'État. Le président Ramaphosa a plaidé en faveur d'une transformation qui garantirait à l'Afrique en tant que bloc uni une voie comparable à celle de la formation d'un G21. Il a également souligné la question de la sous-représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant la nécessité de la participation africaine au processus décisionnel ayant un impact direct sur le continent. Le président Ramaphosa a déclaré que l'Afrique doit avoir un siège à des tables où des décisions importantes sont prises, arguant fermement que le continent a souvent laissé son destin entre les mains de ceux qui ont un intérêt limité et véritable envers l'Afrique et ses besoins. Sa position reflète la croyance que l'exclusion de l'Afrique de ces forums de prise de décision est à la fois injuste et inacceptable, en particulier compte tenu de la population importante du continent et de l'interconnexion du monde. Il a déclaré que l'Afrique du Sud maintient une position responsable sur l'importance de la négociation, du dialogue et du respect de la Charte des Nations Unies en tant que principes fondamentaux pour parvenir à des résolutions pacifiques et équitables des conflits. Le pays espère vivement que grâce à un engagement constructif et des négociations, les conflits en cours, comme celui impliquant la Fédération de Russie et l'Ukraine, puissent être résolus de manière efficace. Le président Ramaphosa n'a pas perdu de temps pour aborder une question importante dans la manière dont les pays occidentaux interagissent avec l'Afrique. Alors que ces nations professent souvent publiquement leur engagement à fournir de l'aide et un soutien au continent, la nature de leur assistance est souvent isolante et, dans certains cas, perpétue des cycles de pauvreté. C'est parce que ces pays occidentaux pillent les ressources africaines et pour montrer à quel point ils sont généreux, ils offrent une aide minimale. En retour, cette aide maintient les pays africains dépendants de l'Occident. Cependant, ils ne pensent jamais que l'aide offerte n'est qu'une fraction de ce que l'Occident a pris à l'Afrique. L'analyse explicite du président Ramaphosa a montré la perspective occidentale sur l'Afrique, une perspective susceptible de susciter la controverse. Néanmoins, il a courageusement exposé une réalité brutale. Les ressources naturelles de l'Afrique ont fréquemment été traitées comme des extensions des territoires occidentaux, accordant aux dirigeants occidentaux le pouvoir d'exercer leur influence voire d'intervenir dans les affaires africaines. Par exemple, la référence d'Emmanuel Macron aux intérêts français au Niger a suscité de fortes réactions. Le président Ramaphosa a souligné que les ressources naturelles de l'Afrique appartiennent légitimement au peuple des nations africaines. Ces nations possèdent l'autorité souveraine pour choisir leurs partenaires commerciaux et la manière dont leurs ressources sont utilisées. Les sociétés multinationales opérant en Afrique extraient souvent des ressources, rapatrient les bénéfices dans leur pays d'origine, nuisent à l'environnement et offrent une maigre compensation aux pays hôtes.
Ce schéma nécessite une transformation. Le président Ramaphosa affirme qu'il doit y avoir du respect envers la souveraineté des nations africaines et leur juridiction sur leurs ressources naturelles. La richesse de l'Europe ne devrait pas être calculée en fonction des minéraux sous le sol africain, une approche similaire aux temps historiques où la richesse était déterminée par le nombre d'esclaves pris sur le continent. La nouvelle approche devrait reposer sur le respect mutuel et le bénéfice mutuel lorsque l'Afrique interagit avec d'autres nations à l'échelle mondiale. C'est alors que l'on comprend que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Europe a volé les ressources africaines et les a maintenues dans la pauvreté. Cela fait partie d'une stratégie plus vaste et malfaisante visant à continuer d'exploiter l'Afrique tout en créant l'illusion que l'Afrique est intrinsèquement pauvre. Eh bien, c'est faux, et le monde le sait. Selon un rapport, l'Afrique subsaharienne est en réalité un créancier net envers le reste du monde, avec plus de 41 milliards de dollars de bénéfices. Bien qu'il y ait un afflux d'argent, environ 161 milliards de dollars par an, sous forme de prêts, de transferts et d'aides, il y a aussi une importante sortie de 203 milliards de dollars du continent. Une partie de cette sortie, environ 68 milliards de dollars, est attribuée aux impôts éludés. De grandes sociétés multinationales opérant en Afrique exploitent souvent des failles légales, présentant leurs bénéfices comme s'ils étaient générés dans des paradis fiscaux. Ces flux financiers illicites représentent environ 6,1% du produit intérieur brut total de l'Afrique, soit 3 fois le montant de l'aide reçue. De plus, ces sociétés envoient 30 milliards de dollars supplémentaires vers leur pays d'origine ou d'autres destinations sous forme de bénéfices rapatriés, bien qu'ils aient été gagnés en Afrique. La ville de Londres est inondée de bénéfices extraits des ressources et de la main-d'œuvre de l'Afrique. De plus, la richesse de l'Afrique est drainée indirectement par divers moyens. Le rapport estime que 29 milliards de dollars sont perdus chaque année en raison d'activités illégales telles que l'exploitation forestière, la pêche et le commerce de la faune. D'autres 36 milliards de dollars sont dus à l'Afrique en raison des dommages prévus causés par le changement climatique, ce qui entrave son développement car elle est empêchée d'utiliser les énergies fossiles, tout comme l'Europe l'a fait autrefois. Il est essentiel de noter que l'Afrique n'est pas responsable de la crise climatique mondiale, mais elle en subira une part disproportionnée de ses conséquences, et les fonds nécessaires n'ont pas encore vu le jour. De plus, il est généreux de supposer que toute la richesse affluent en Afrique profite réellement à ses habitants. Les prêts au gouvernement et au secteur privé, totalisant plus de 50 milliards de dollars, débouchent souvent sur des dettes insurmontables et moralement condamnables. Par exemple, le Ghana perd 30% de ses recettes gouvernementales en remboursement de la dette, car ces prêts étaient souvent spéculatifs, basés sur des prix élevés des matières premières et assortis de taux d'intérêt excessifs. Un exemple flagrant est une fonderie d'aluminium au Mozambique, financée par des prêts et de l'aide, qui coûte actuellement 21 livres au pays pour chaque livre reçu par le gouvernement mozambicain. Même l'aide britannique, utilisée pour établir des institutions éducatives privées et des centres de santé, peut nuire au développement de services publics solides, entraînant la fermeture d'écoles privées en Ouganda et au Kenya. Alors que quelques Africains ont bénéficié de ce système économique, il y a environ 165 000 Africains très riches avec des actifs combinés de 860 milliards de dollars. Cependant, où stockent-ils principalement leurs richesses ? Eh bien, la réponse est dans les paradis fiscaux. En 2014, une estimation a révélé que les Africains fortunés stockaient secrètement la somme étonnante de 500 milliards de dollars dans des paradis fiscaux offshore. Ce drainage discret de richesses a des effets négatifs sur la population africaine, car il découle d'un système économique qui permet à un groupe restreint d'Africains fortunés d'accumuler des richesses tout en permettant une sortie continue de richesses du continent. Le point crucial est que même la richesse générée par les riches Africains s'écoule hors d'Afrique, bénéficiant au système financier de l'Occident. Malgré ses précieuses ressources, l'Afrique reste pauvre car ses ressources sont directement envoyées vers les pays occidentaux, n'offrant que des miettes aux pays africains. Il est essentiel de connaître les ressources détenues par l'Afrique et de constater qu'elles demeurent néanmoins pauvres. Une fois que vous en avez conscience, vous serez frustré par l'ampleur du pillage possible. Enfoui sous la surface du continent africain se trouve une abondance de ressources minérales inestimables. En 2019, l'Afrique a extrait près d'1 milliard de tonnes de minéraux, d'une valeur impressionnante de 406 milliards de dollars. Les Nations Unies révèlent que l'Afrique détient environ 30% des réserves minérales mondiales, 12% des réserves mondiales de pétrole et 8% des réserves mondiales de gaz naturel.
De plus, le continent détient une part substantielle, soit environ 40% des réserves mondiales d'or, et se vante d'une part impressionnante, allant jusqu'à 90%, de ressources vitales telles que le chrome et le platine. Dans le monde contemporain, nos appareils électroniques dépendent d'une variété de minéraux, allant de l'aluminium au zinc. En 2021, la vente de 1,5 milliard de smartphones dans le monde a été constatée, une augmentation significative par rapport aux 122 millions d'unités vendues en 2007. De manière intéressante, plus de la moitié des composants d'un téléphone mobile typique, y compris ses composants électroniques, son écran, sa batterie et ses haut-parleurs, sont fabriqués à partir de minéraux extraits lors de l'exploitation minière et du traitement initial. Les métaux cruciaux pour la production de batteries, à savoir le lithium et le cobalt, proviennent en grande partie de la République démocratique du Congo, contribuant à environ 63% de la production mondiale de cobalt. Parmi les 54 pays divers d'Afrique, le pétrole et le charbon règnent comme les minéraux les plus abondants dans 22 de ces nations. En 2019, le Nigeria était le plus grand producteur de pétrole du continent, représentant une part substantielle de 25% de la production totale, suivi de l'Angola à 17% et de l'Algérie à 16%. Simultanément, des métaux tels que l'or, le fer, le titane, le zinc et le cuivre constituent les minéraux principaux dans 11 pays africains. Le Ghana émerge en tant que premier producteur d'or du continent, suivi de près par l'Afrique du Sud et le Mali. Pour 13 des pays africains, les minéraux industriels tels que les diamants, le gypse, le sel, le soufre et les phosphates servent de produits de base principaux. Il est à noter que la République démocratique du Congo est le premier producteur de diamants industriels en Afrique, suivi par le Botswana et l'Afrique du Sud. Le Botswana est en tête en Afrique pour la production de diamants de qualité gemme couramment utilisés en joaillerie. Maintenant, à moins que les pays africains ne récupèrent leurs ressources, rien n'est possible. Le président sud-africain a maintenant montré que cela commencera bientôt, et l'Occident doit se préparer. Qu'en pensez-vous ? L'Occident tentera-t-il de faire du chantage aux pays africains pour qu'ils exportent leurs précieuses ressources naturelles vers l'Occident ? Ou cette fois-ci sera-t-elle différente et les pays africains reprendront-ils réellement le contrôle ? Faites-nous part de vos réflexions sur ce que les pays africains devraient faire pour éviter de se faire chanter. Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de publier des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo, restez branchés. Vous.